Nous sommes en 2008, plus personne ne se fait confiance et les marchés entament une longue chute en enfer. Les journées sont rythmées par son lot de nouvelles négatives, faillites, augmentation du taux de chômage et une bonne partie des petits investisseurs en actions capitulent en vendant leurs actions à perte à hauteur de 20 à 50% en se disant « plus jamais je n'investirai en actions ». Pour beaucoup, une allocation à 100% de leur portefeuille en actions n'est pas tenable, car c'est presque sûr de se prendre une bonne raclée de l'ordre de 20 à 50% à un moment donné sur le marché des actions. C'est pourquoi je vais vous proposer un portefeuille équilibré avec seulement 25% d'allocation en actions. On arrivera certes à une performance légèrement inférieure au marché des actions, mais tout de même très proche. Son attrait principal est que vous vous exposez à un risque qui est 3 fois moins élevé. Au lieu de perdre 50%, vous ne perdez que 15% dans les pires scénarios historiques. Voici les principaux atouts de ce portefeuille. Le portefeuille est très simple à comprendre pour un novice, pas de stress le soir, vous dormez très bien, prend peu de temps à mettre en place, fonctionne depuis plus de 50 ans. Le portefeuille va gagner 2 à 3% de moins qu'un portefeuille 100% d'actions, mais il est en comparaison 3 fois moins risqué. Nous allons regarder ensemble la composition de ce portefeuille et vous trouverez ma proposition d'allocation en fin de vidéo pour les investisseurs suisses et français. Proposé par Harry Browne dans les années 2000, un éminent journaliste, politicien et économiste américain, le portefeuille permanent a réussi à passer l'épreuve du temps en traversant plusieurs crises. Sa composition est très simple. 25% d'actions, 25% d'obligations d'État à long terme, ce sont des prêts à l'État, 25% en cash placés soit à la banque ou soit en obligations d'État à court terme, et 25% en or. Regardons la performance en dollars pour chaque classe d'actifs et comment elles vont performer quand on les combine ensemble. Je vous ai fait une petite simulation. Sur ce graphique, je vous ai mis en bleu le marché des actions américaines en comparaison avec le marché de l'or depuis les années 1970 à aujourd'hui. Toute cette analyse elle est faite en dollars, mais on verra avec la fin de la vidéo que si vous faites cette analyse en euros, en dollars, en yens ou en francs suisses, la conclusion restera la même. On peut voir que si vous aviez investi 10 000 $ en 1971, vous auriez aujourd'hui un capital d'1 537 000 sur le marché des actions américains, soit un rendement annualisé de 10,32%, mais vous auriez dû supporter une perte maximum d'environ 51%. Ce qui veut dire qu'il y a des moments où le marché des actions a crashé, par exemple dans les années 1974, et ensuite il a repris la valeur. Vous avez aussi une sorte de crash pour les années 2000 à 2002, et ensuite des années 2008 à 2009, et dernièrement dans les années 2020. Donc marché des actions, il faut vraiment s'accrocher, c'est pas tout le monde qui peut se prendre des pertes de 20 à 30%, jusqu'à 50% de pertes latentes de manière temporaire. Ensuite, le deuxième marché, c'est l'or. Donc on peut voir que l'or, il a quand même sous-performé sur le long terme par rapport au marché des actions. Vous auriez eu un capital de seulement 400 000 $, soit un rendement annualisé de 7,56%. Et en plus, c'est beaucoup plus risqué car vous auriez perdu jusqu'à 60%. Donc là, clairement, le gagnant, c'est le marché des actions sur cette période de temps. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu trouver deux classes d'actifs qui fonctionnent de manière répulsive. Quand l'un augmente, l'autre descend. Alors c'est pas forcément le cas dans toutes les périodes, mais dans la majorité des cas, on peut quand même observer ce comportement. Donc dans les années 1970, on peut voir que le marché des actions ici baisse, la ligne bleue, et le marché de l'or augmente. On a aussi dans les années 1980 à 1990, le marché des actions monte et l'or est plutôt dans un marché baissier. Ça a continué le marché haussier des actions encore des années 90 jusqu'à 2000 et on peut constater que pendant cette période de temps, le marché de l'or diminue. Ensuite, changement de paradigme dans les années 2000. Le marché des actions est plutôt à la baisse, voire il ne fait rien du tout, et on a un marché de l'or qui augmente. Ensuite, des années 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a un marché de l'or qui n'a pas fait grand-chose, qui a à peu près stagné, mais on a un marché des actions qui a pris de la valeur. Maintenant, je vais rajouter un troisième actif pour pouvoir comparer. C'est les obligations à long terme américaines. Même graphique, maintenant on a toujours en bleu le marché des actions, rouge le marché de l'or, et en jaune on a les obligations à long terme de l'État américain. Donc ça veut dire que vous allez prêter votre argent à l'État américain. Donc je ne vais pas trop commenter sur cette courbe, on peut voir que c'est plutôt une ligne qui est assez droite, qui monte tout doucement, avec beaucoup moins de pertes par rapport au marché des actions et de l'or. On peut voir que vous avez gagné 7,41% sur le long terme, avec une perte maximale de 40%. Et le cash, je ne vous le mets pas sur ce graphique parce que je peux malheureusement mettre que 3 lignes maximales. Mais le cash, vous pouvez imaginer que c'est une petite ligne, c'est une ligne toute droite qui monte tout doucement. Vous n'allez pas gagner grand chose avec. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on combine ces 4 actifs ensemble. On a la même courbe et vous pouvez voir que maintenant c'est une courbe qui est beaucoup plus lisse, avec beaucoup moins de pertes, beaucoup moins de petites vallées qui descendent. Vous auriez eu un capital de 310 000 $ sur la période des années 1970 à aujourd'hui, avec une perte maximum de 15,58%. Et ici, on a une très belle comparaison qui a été faite sur le site internet de alefblog.com. Il nous a mis en comparaison ces 4 classes d'actifs
depuis les années 1970 à 2016. En bleu, on a le marché des actions. On peut voir sans surprise que c'est le marché qui surperforme sur le long terme. Ensuite, le deuxième marché, on a le marché en rouge, c'est le marché des obligations à long terme américaines. Le troisième marché, c'est l'or. On peut voir qu'ici, il arrive en troisième position. Et bien évidemment, le marché qui est beaucoup plus faible, c'est le marché des obligations à court terme américaines. On peut voir, c'est la ligne en vert. On peut voir sur le long terme, ce sont 4 classes d'actifs qui ont tendance à s'apprécier. Et par contre, elles ne sont pas entièrement corrélées l'une avec l'autre. Souvent, quand il y a une qui augmente, l'autre baisse. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est la ligne jaune. On va pouvoir voir ce qui se passe quand on combine de manière équitable ces 4 actifs ensemble. Et on a une très jolie courbe, vous pouvez voir, qui monte tout doucement, sans trop d'accro, sans trop de pertes, ce qu'on appelle les drawdowns. Et finalement, vous arrivez à un portefeuille qui va vous donner une performance beaucoup plus faible que le marché des actions, qui est la ligne bleue, mais il y a beaucoup moins d'accro. Vous voyez que c'est une petite courbe qui monte tout doucement, sans trop d'accro, avec des petites pertes des fois de 5, 10, voire une fois 15%, mais c'est beaucoup moins stressant d'investir dans ce type de portefeuille. Le but d'un portefeuille équilibré, c'est d'utiliser plusieurs classes d'actifs qui vont s'apprécier sur le long terme, mais qui réagissent différemment selon l'environnement économique. Dans les années 1970, l'économiste Charles Gave a reconnu que les actifs financiers étaient très sensibles à 2 variables. Premièrement, la croissance économique, et deuxièmement, le taux d'inflation. Alors sur cette base, il a préparé le système des 4 cadrans. Donc, on a ici la variation des prix, donc c'est l'inflation, et sur cette zone horizontale, c'est l'activité économique. Plus elle est à droite et plus l'activité économique augmente, et quand on est à gauche, c'est l'activité économique qui diminue. Donc en haut à gauche du cadran, on a l'inflationary bust. C'est la pire situation économique pour les actifs financiers. C'est quand vous avez une augmentation des prix, donc augmentation de l'inflation, avec une baisse de l'activité économique. Dans cette situation-là, vous allez avoir la majorité des actifs financiers qui baissent. Donc la majorité des portefeuilles, ils ont beaucoup de peine à passer ce type d'environnement économique. Et le meilleur refuge, c'est d'acheter du cash en attendant que ça passe. Donc ici, il nous recommande d'investir dans des monnaies les plus sûres. Et dans le portefeuille de Brown, on a une allocation de 25% en cash pour se protéger de cette situation économique. Ensuite, sur la droite, quand on a une augmentation des prix avec une augmentation de l'activité économique, on parle d'une inflationary boom. Donc ici, la recommandation de ce cadran, c'est d'investir dans des commodités, notamment dans l'or, les matières premières, l'immobilier. On peut aussi avoir les actions, mais le meilleur investissement, c'est notamment tout ce qui vous donne une exposition aux matières premières. Ici, dans le portefeuille de Harry Browne, on a donc 25% d'allocation en or, qui va nous protéger dans ce cycle économique. En bas à gauche, quand on a une activité économique qui diminue et des prix qui diminuent, on parle d'un disinflationary bust. Ici, on nous recommande d'investir dans des obligations d'État à long terme. La logique, c'est que quand on arrive dans ce régime économique, l'État va vouloir diminuer les taux d'intérêt à long terme pour stimuler l'économie. Donc ce qui va faire que la valeur des obligations à long terme va augmenter. Avec le portefeuille de Harry Browne, on a donc 25% d'allocation dans les obligations à long terme. Et en bas à droite, on est en période de disinflationary boom. C'est quand vous avez une baisse des prix avec une augmentation de l'activité économique, et ce qui est le cocktail parfait pour investir dans les actions, surtout les actions qui ont un fort pouvoir de négociation. Donc ici, c'est les 25% en actions par Harry Browne. Dans ces cadrans, par exemple dans l'inflationary boom, il faut aussi savoir que ce sont les actions, les matières premières sont le meilleur type d'investissement, mais les actions peuvent aussi très bien fonctionner dans ce style de situation. On a donc un portefeuille qui est robuste et qui pourra traverser différentes situations économiques. En cas de période où les prix augmentent, on a l'or et les actions qui gagnent. En cas de période où les prix diminuent, on a les obligations et les actions qui gagnent. Et en cas de grosse récession, tout va baisser à l'exception du cash et éventuellement les obligations à long terme. Prédire le futur et les futures situations économiques est très difficile. À la télé, vous allez avoir beaucoup de prédicateurs qui vont prévoir des crashs tous les ans. Évidemment, ça va bien finir par arriver. Je pense que pour les personnes qui n'ont pas toute une équipe d'analyse derrière eux, il vaut mieux partir du principe que nous n'arriverons pas à prévoir, car même les professionnels ont de la peine à prévoir. C'est exactement sur ce principe que ce portefeuille a été créé. Il n'y a plus besoin de passer du temps à éplucher toutes les vidéos news afin de savoir où va l'économie. Voici une des quotes de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, Peter Lynch. Personne ne peut prédire les taux d'intérêt, la direction future de l'économie ou bien du marché des actions. Ne perdez pas de temps à faire toutes ces prédictions et concentrez-vous surtout sur ce qui se passe en ce moment, sur les sociétés pour lesquelles vous avez investi. Ce qui est beau, c'est que cette stratégie fonctionne pour tous les pays. En me basant sur la recherche du site ThePermanentPortfolio.com, ils ont fait les analyses sur les années 1972 à 2008. Pour un investisseur japonais en yens, il aurait une performance de 6,1% par an,
Avec une inflation de 2,7%, ça lui fait un rendement net de 3,4% annuel. Pour un Anglais en livres sterling, il aurait eu une performance de 11,1% par an, avec une inflation de 6,6% par an, ce qui fait un rendement net de 4,5%. Et pour l'investisseur américain en dollars, sur les 30 dernières années, il aurait une performance de 6,53 par an, avec une inflation de 2,6%, ce qui fait un rendement net d'inflation de 3,90%. Historiquement, on peut s'attendre à un retour sur investissement de l'ordre de 3 à 5% net d'inflation en moyenne. Et les pertes maximum sont de l'ordre de 10 à 15% sur la valeur du portefeuille. Quand vous investissez, c'est important de parler de votre rendement net après inflation. Admettons que vous avez un rendement de 10% et que vous avez une inflation de 10%, au final, vous n'êtes pas plus riche qu'avant, vous avez juste maintenu la valeur de votre portefeuille. Et ensuite, bien évidemment, il n'y a pas de garantie sur les performances futures de ce portefeuille. Ce qu'on a analysé ici, ce sont des performances historiques. Il n'y a pas de garantie sur la performance future. Pour cette question, j'ai pu faire plusieurs backtesting et il n'y a pas vraiment de différence entre un rebalancement mensuel ou bien annuel. Par mesure de simplicité, je vous recommande donc de rééquilibrer le portefeuille de manière annuelle seulement. Alors les problèmes du portefeuille. C'est un portefeuille qui commence dans les années 1970. Évidemment, c'est la période où l'or a surperformé. Donc il faut se poser la question si l'or est encore d'actualité. Si demain on nous annonce que les banques centrales ont décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie de réserve au lieu de l'or par exemple, il y a de fortes chances pour que l'or chute. Deuxièmement, c'est le cash. La position cash va servir à diminuer le risque du portefeuille. Mais elle coûte très cher en termes de performance à long terme. Elle va vous faire perdre environ 2 à 5% par an de rentabilité. Selon votre profil de risque et horizon d'investissement, vous pouvez décider de baisser cette position. Troisièmement, on assume que les 4 scénarios ont le même taux d'occurrence et on alloue environ 25% à chacun de ces scénarios. Ce qui me semble être une grosse erreur car le monde a tendance à croître. Il faudrait donc surpondérer les scénarios économiques qui ont plus de chances de survenance. Si on reprend les 4 cadrans de Gafcal, la majeure partie du temps on va se retrouver en haut à droite, en bas à droite ou en bas à gauche. Donc ça aurait un peu plus de sens de surpondérer les actifs dans ces 3 espaces du cadran et de diminuer le cadran en haut à gauche. Où ça c'est un événement assez spécial et spécifique, c'est la stagflation. Donc ça peut arriver et quand ça arrive, évidemment tout le reste va diminuer. Comment améliorer le portefeuille pour les personnes avancées? On peut changer les ratios d'allocation. Exemple, si je passe un 33 en or, 33% en actions et 33% en obligations à long terme, j'ai un rendement de 8,98% au lieu de 7,93%. Par contre, la perte maximale va passer de 20% au lieu de 15%. Deuxièmement, on peut garder les mêmes ratios, mais trouver d'autres sous-actifs. Par exemple, les actions à pays à forte croissance, on peut prendre des obligations en monnaie d'un autre pays, on peut rajouter du Bitcoin au lieu de l'or, etc. Dans cette section, je vous ai préparé 2 portefeuilles types, un pour l'investisseur suisse et l'autre pour l'investisseur français. Pour l'investisseur suisse, on peut mettre déjà 25% dans un fonds qui va soit répliquer la performance des actions du marché américain en Suisse, ou bien éventuellement l'action Berkshire Hathaway que j'aime beaucoup, 25% en or. Sur ces 2 positions, vous devez bien faire attention à respecter toutes les règles en matière d'investissement afin de ne pas être considéré comme un professionnel de l'investissement. Si vous respectez bien toutes ces conditions, quand vous allez revendre avec un gain, vous ne payerez pas d'impôt. Ensuite, pour la position d'investissement en cash ou bien les obligations à long terme de l'État suisse, malheureusement, si vous investissez directement dedans, tous les intérêts que vous allez recevoir, vous serez imposés à votre taux marginal d'imposition sur le revenu. Donc ce que je recommande, c'est d'investir dans ces 2 positions à travers votre 2e pilier ou votre 3e pilier. Car tous les gains que vous allez générer à travers le 2e et 3e pilier ne seront pas imposables pour les investisseurs résidant en Suisse. Donc si vous avez plus de questions pour mettre en place toute la stratégie et comment l'optimiser de manière fiscalement, surtout n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description pour regarder exactement quel est votre profil de l'investisseur, votre horizon d'investissement et votre fiscalité personnelle. Comme ça, on pourra s'assurer qu'on a bien la stratégie la plus optimisée pour votre profil personnel. Maintenant, pour l'investisseur français, malheureusement, c'est beaucoup moins intéressant au niveau fiscal par rapport à un investisseur qui est résident en Suisse. Pour le compartiment action à 25%, je pense que le plus simple à faire, c'est passer par un PEA et passer par un fonds d'investissement qui va répliquer soit la performance du marché américain, mondial, ou bien éventuellement les actions françaises qui sont pas si mal que ça, l'air de rien. Vous avez 25% d'allocation en or. Donc si vous posez la question entre l'or physique ou l'or papier, surtout n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui va s'afficher ci-dessus. Et dedans, je vous ai fait aussi une petite comparaison de la fiscalité. Après, pour l'allocation cash à 25%, donc ça c'est mon avis personnel, c'est pas une recommandation d'investissement, j'aurais plutôt tendance à ne pas mettre toute mon allocation en euros. Je mettrais quand même un petit bout soit en francs suisses, soit en dollars de Singapour. Je pense que c'est deux monnaies qui ont quand même plus de chances de s'apprécier par rapport à l'euro, où on sait qu'il y a quand même pas mal de difficultés, notamment au niveau du gouvernement, qui a énormément de dépenses et pas assez de recettes, donc ce qui veut dire qu'ils vont forcément devoir imprimer des euros, donc ce qui va faire perdre de la valeur à votre monnaie. Au niveau des obligations à long terme, alors là, clairement, je pense aller voir toutes les vidéos de Charles Gave.
Il y a une chose qu'il a bien mentionnée depuis plusieurs années, c'est de surtout ne pas investir dans les obligations de l'État français ou bien européen en euros. Je pense que c'est une des pires décisions d'investissement que vous pouvez faire en ce moment et je le rejoins sur son analyse. Donc fuyez les obligations d'État européennes. Vous pouvez soit investir dans les obligations d'État américains, mais bon, c'est pas forcément mieux. Ou sinon, l'alternative, alors qui est aussi proposée par l'économiste Charles Gave, c'est de placer tout ça en obligations à long terme de l'État chinois. Donc ça, c'est évidemment pas des recommandations d'investissement. Vous devez faire vous-même votre propre analyse pour faire votre idée. Mais je pense que ça a du sens et ça vaut la peine que vous alliez faire vos recherches là sur ce sujet. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous avez plus de questions pour la création de votre portefeuille ou bien des points qui n'ont pas été clairs, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera un plaisir de vous répondre directement ou bien ça me donnera des idées pour les prochaines vidéos. À très bientôt!